Bonjour à tous, merci d'être présents juste avant la pause déjeuner. Je vois qu'il y a un peu de monde, donc ça fait plaisir. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un retour d'expérience sur comment j'ai et nous, la société Ligny-Bagnet, avons utilisé une solution FAS pour le traitement des images de l'observation de la Terre. Alors beaucoup d'acronymes, on va revenir dessus. Qu'est-ce que le FAS? Qu'est-ce que l'observation de la Terre? Mais avant tout, me présenter. Donc Sébastien Couturier, consultant open source DevOps senior, donc avec un peu d'expérience. Je me qualifie de libriste pragmatique, de contributeur occasionnel, aux solutions open source. Quand on fait de l'open source, c'est bien les utiliser. Si on trouve des bugs, si on trouve et on corrige des bugs, c'est bien de reporter à la communauté. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de... J'insiste là-dessus. L'open source, on l'utilise et on contribue. Je suis formateur dans l'arme. C'est aussi pour ça que je suis là aussi, ici. C'est pour vous présenter ce que j'ai fait au CNES. Et c'est aussi un leitmotiv quotidien. C'est auprès de mes clients. Je suis consultant, mais je suis aussi formateur et évangéliste. Un client, on l'accompagne, on le fait évoluer, on lui passe son savoir. C'est le but quotidien que j'essaye de faire. Et mon plaisir, ça c'est mon leitmotiv depuis que je travaille, donc senior, donc je veux dire quelques années, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le monde de l'informatique. Mon plaisir, c'est de prendre une idée, faire une preuve de concept, et cette preuve de concept, une fois qu'elle est validée, c'est de l'industrialiser pour avoir une solution fiable. Alors dans le cadre de ce REX-là, on en est encore au stade de la preuve de concept, de la POC. C'est une étape. Voilà, on va voir après comment ça va évoluer. Donc, mon retour d'expérience, dites-vous qu'on est encore sur de la preuve de concept et pas sur une solution industrialisée. Et juste une petite anecdote. Donc, mon premier ordinateur, c'était un ZX81. Alors, peut-être certains connaissent. Été créé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Sinclair, qui est malheureusement décédé le mois dernier. Donc, si je suis là aujourd'hui, si j'ai mis le pied dans l'informatique, c'est grâce à lui. Donc, petite pensée pour lui aujourd'hui. Voilà. Donc, ce projet, l'acronyme RTFAS for You, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a été mandaté par le CNES, par Monsieur Pierre-Marie Brunet, pour faire une R&T. Qu'est-ce que c'est qu'une R&T au CNES? En fait, c'est une recherche en technologie. Recherche en technologie sur les technologies du FAS pour l'IO Earth Observatory ou l'observation de la Terre. Qu'est-ce que c'est en fait l'observation de la Terre? C'est tous les satellites que l'on envoie dans notre espace qui prennent des photos de la Terre et qu'on va utiliser pour faire plein de choses, détecter des montées des évolutions déjà des températures, détecter des comportements des fleuves qui dévient de leur lit, ce genre de choses. Et donc, pourquoi cette RTFAS for You pour le CNES? C'est que, vous vous doutez, on envoie de plus en plus de satellites, on envoie tous les mois, il y a des satellites qui partent. Et ces satellites, au fur et à mesure des années, ils deviennent de plus en plus complexes et ils nous fournissent des images de plus en plus qualitatives, de plus en plus grosses. Et en fait, au CNES, alors c'est un projet qui dure depuis quelques années, donc il y a eu déjà une première approche de recentrer, de créer une usine logicielle au CNES pour simplifier la vie des data scientists et des chercheurs. C'est-à-dire que le CNES maintenant fournit à ces data scientists et à ces chercheurs une solution usine logicielle, donc qui leur permet d'héberger leur code, de générer les exécutables, pas qu'ils aient à le gérer eux-mêmes, parce qu'il y a des années, en fait, chaque société avait son propre usine logicielle, on avait des problématiques de ce côté-là. Maintenant, ça s'est fait, ils ont leur usine logicielle, et ils sont dans une nouvelle approche, se dire, voilà, on a plein d'images, et le but d'un scientifique, le but d'un data scientist, c'est d'utiliser ces images et de faire son métier. Son métier à lui, ça ne va pas être de penser à l'organisation, à l'Ops en dessous, quelle est l'infrastructure qui va devoir exécuter mes traitements, comment ils vont être traités. Le métier du data scientist, c'est d'écrire des algorithmes pour exploiter les informations issues des images des satellites. Donc, ils n'ont pas à se soucier, ça tourne sur un HPC, sur des containers. Le but, c'est de recentrer vraiment leur métier.
ce qui n'était plus le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, les data scientists devaient se poser la question, où est-ce que mon algorithme va tourner, comment je vais le faire exécuter. Voilà. Donc on veut essayer vraiment de remettre le métier et le valoriser, le métier de data scientist et de chercheurs, de valoriser leur travail vraiment, qui se concentrent sur leur cœur du métier. Donc cette RT, elle a pour but de comment relever ce défi. Est-ce qu'une architecture serverless ou FAS peut tenir ses promesses? Et quels sont les avantages et les inconvénients dans le cadre du CNES? Alors le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, d'accord? Donc, comment on a abordé cette problématique? Alors, le CNES, c'est plein de projets spatiaux, donc on a été faire des interviews des équipes projets. Et on essayait de voir quels étaient les points communs, les points de divergence, et on s'est aperçu que, déjà, alors chaque projet a son ensemble d'algorithmes, majoritairement du Python. Chaque projet utilise un ordonnanceur différent, donc ça peut être du ZIBI, de l'Activeon, du Airflow, ou même carrément des solutions spécifiquement développées par le CNES pour orchestrer les traitements. Voilà. Et après, ces traitements ils peuvent être exécutés soit sur des plateformes dédiées, donc ça peut être du HPC, ça peut être du HTC, ou des conteneurs. Donc vraiment, chaque projet a vraiment un environnement différent. Mais par contre, quand on les interroge sur le FAS, ils voient tous un intérêt, en fait. Un intérêt à rationaliser l'utilisation des bibliothèques telles que OTB. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est OTB, mais aussi rationaliser l'utilisation des algorithmes et se dire que quand on reçoit une image déjà d'un satellite, on a toujours des pré-traitements, et ce sont toujours les mêmes pré-traitements. Donc, pourquoi pas ces pré-traitements les faire en amont via des solutions de type FAS. D'accord ? Mais FAS, en fait, je vous parle de FAS, donc on va définir ce que c'est. Donc le Function as a Service, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un nouveau modèle du cloud computing. Alors, ça fait quelques années qu'on voit plein de mots arriver. Hein. Il y a une dizaine d'années, vos ordinateurs, vos serveurs, ils étaient majoritairement hébergés dans vos infrastructures, dans vos labos. C'était à vous de gérer le hardware, jusqu'à l'application. Donc, s'il y avait une panne de disque dur, c'était à vous d'aller dans votre data center, d'aller enlever le serveur, modifier le disque dur, enfin le changer, ce genre de choses. Est arrivé, il y a quelques années, le IaaS. D'accord, hein, le IaaS, eh bien, Amazon, Google, voilà, mettaient à disposition du hardware, c'était eux qui géraient le hardware, et vous avez à installer dessus votre OS, et ainsi de suite, toute la pile. Voilà. Après, une autre évolution, c'était le CAS. Donc, ces fameux GAFAM nous ont, en plus de nous proposer du hardware, nous ont aussi proposé des solutions installées pour faire la containerisation. C'était le CAS. On est encore un peu plus loin avec le PaaS, où là, ils vous fournissent toute l'infrastructure pour déployer vos applications, des applications que l'on choisit dans un catalogue. On a juste à cliquer, ça déploie l'application. Et maintenant, on est sur, je dirais, le point ultime, c'est que on est passé, donc, déployer des OS, déployer des solutions de containerisation, déployer des plateformes. Maintenant, on est arrivé au stade ultime de déployer des fonctions. On va laisser à développeurs la possibilité de juste générer un code du Python, du Java, dans tous les langages qu'on peut. Il va le pousser et c'est la charge de l'hébergeur de l'instancier dans son infrastructure. Donc, vous voyez, on a déployé d'abord des plateformes. Maintenant, on va déployer directement de la fonction. Alors, petite chose, c'est qu'on parle souvent de FAS et de serverless. Qu'est-ce que le serverless? En fait, le serverless, c'est la possibilité, en fait, c'est l'idée de se dire qu'un développeur, il n'a pas à se soucier de l'infrastructure sous-jacente. Pour lui, serverless, il n'a pas à se soucier du serveur. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça pour lui. Lui, il n'a juste à s'occuper que de son code et ne pas se soucier de l'infrastructure sous-jacente. Et ça, c'est grâce au mécanisme de containerisation et à l'essor de solutions telles que Kubernetes. D'accord? Donc, une fonction. Bon, je vous parle de fonction as a service, mais il faut déjà définir ce que c'est qu'une fonction. Donc, une fonction, c'est une tâche ou une opération spécifique écrite sous la forme d'un code discret et exécutée de manière indépendante. Il y a une trentaine d'années, on écrivait des applications de manière monolithique. C'est un gros bloc d'exécutables qui embarquait
plein de fonctions. On est passé, il y a une dizaine d'années, à la notion de microservices, où on a éclaté notre application monolithique en plein de microservices qui discutaient les uns avec l'autre. Et maintenant, l'évolution ultime, c'est de se dire que ces microservices aussi, on peut les exposer en termes de fonctions. Et avec se dire que, en fait, si un microservice ne répond qu'à un seul événement et n'exécute qu'une seule tâche, en fait, ce n'est qu'une fonction. Donc, une fonction, c'est un microservice minimal. D'accord? C'est voilà. Donc, dans le cadre de l'observation de la Terre, le CNES a eu en 2006 l'idée et le souhait de mettre à disposition de ces scientifiques, ces data scientists, une librairie pour faciliter le traitement des images de la Terre, des images satellites. Donc, ils ont développé une solution qui s'appelle Orfeo Toolbox, OTB, sous licence libre. Hein. C'est une solution open source auquel tout le monde peut contribuer, les scientifiques comme vous, comme moi. Alors moi, je ne suis pas un scientifique, je suis un développeur. Hein. Mais voilà, on peut contribuer, c'est une solution open source. Et c'est, je dirais, la librairie qui est utilisée massivement au CNES pour faire les calculs et mettre en place les algorithmes de traitement des images de la Terre. Voilà. Alors, petit aparté, et vous allez voir que ça a son importance pour la suite, c'est que si je prends par exemple une image d'un satellite tel que Pléiade, si je dois faire une opération classique, hein, d'orthorectification de cette image, sur une machine 4 cœurs 8 Go, ça prend 13 minutes. Donc gardez ça en mémoire parce que ça a un impact sur la solution face que l'on va choisir après. Donc 4 cœurs 8 Go, 13 minutes de calcul et ça génère une image de 20 Go. Une image de 20 Go, c'est pas anodin. Donc, le but du CNES, c'était de déployer une solution FAS. Donc, on a fait l'inventaire des solutions FAS existantes. Et on a partagé ça entre plusieurs catégories. Donc, on a les FAS managés qui nous sont proposés par nos GAFAM. Donc, on a Lambda d'Amazon, les fonctions d'Azure, les fonctions de Google Cloud. Et on a un petit nouveau qui arrive, un petit nouveau français, qui sont les éléments de serverless platform de Scalaway. C'est encore sous forme de bêta, mais c'est prometteur. Après, en plus de ces FAS managés, on a les solutions open source. Donc, sur les solutions open source, j'ai mis en gras celles qui sont actives, qui sont toujours fonctionnelles. Donc, on a OpenFAS, native de Google, Nucleo et Fission. Les autres projets qui sont Kubeless, FN Project, Dispatch, OpenWhisk et OpenLambda, ce sont des solutions qui existaient mais qui ne sont plus maintenues malheureusement. Ce sont des projets open source qui ont vécu un temps mais qui ne sont plus maintenus. Donc c'est pour ça qu'on va se concentrer que sur ceux qui sont gras pour le moment. Et à la marge de ça, on a d'autres solutions qui sont en fait des frameworks de data processing. Alors, nativement, ils n'ont pas été construits pour faire du FAS, mais vu l'émergence du FAS, ils sont en train de migrer ces solutions, ces frameworks, vers des solutions FAS. Alors, attention avec ces frameworks-là, c'est qu'ils n'ont pas été conçus nativement pour faire du FAS. Donc, il y a des petits écueils, il y a encore beaucoup de travail pour que ça devienne réellement une solution typée FAS. On va donc parler de nos FAS managés et on va s'apercevoir en fait que nos FAS managés ne sont pas du tout adaptés aux défis du traitement de données de l'observation de la Terre. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Une image qui est générée de 20 gigas sur une machine 4 cœurs, 8 gigas, ça prend 13 minutes. Si on regarde Amazon Lambda, la durée d'une fonction Amazon Lambda, ce n'est pas plus de 15 minutes. Bon, 15 minutes, 13 minutes, ça passe. Mais par contre, cette fonction Lambda, elle n'a pas le droit d'utiliser plus de 3 gigas de mémoire. Moi, dans mon exemple, je vais déjà à 8. D'accord? Donc, si je fais exécuter ma fonction sur une machine lambda, en ayant diminué la taille de la mémoire, je vais augmenter le temps de processing. Et donc, j'explose les 15 minutes. D'accord? Donc, Amazon Lambda pas adapté. Azure Function encore moins, 300 secondes. On est voilà, à 5 minutes d'exécution d'une fonction. Une mémoire de 1,5 giga. Voilà. Google Cloud, un petit peu plus de timeout par rapport à Azure. 2 gigas de mémoire. Et par contre, en plus, chez Google Cloud, c'est que le TempFS, il est pris sur les 2 gigas de mémoire. Quand vous faites un traitement d'image qui génère une image de 20 gigas, bah, il y a du TempFS derrière. Et le TempFS, il est supérieur à 2 gigas. Donc déjà, on explose la taille de la mémoire. Donc vraiment, après, on a Scalaway. Alors, vu que c'est une bêta, il n'y a pas toutes les informations encore. Alors, le timeout, il est illimité.
À voir s'ils vont le réduire. Par contre, j'ai que 2 Go de mémoire, donc pareil, comme Google, je mange toute la mémoire. Voilà. Donc, les faces managées de nos GAFAM ne sont pas adaptées au traitement de l'observation de la Terre. Donc, on va se retourner vers des solutions open source. Et dans les solutions open source, on a 2 approches. 2 approches pour faire du function as a service. Donc, la première approche, qui est partagée par la majorité, qui est OpenFast, Nucleo et Knative, l'idée, c'est de se dire que notre fonction, que ce soit du Python ou du Java, on va l'embarquer dans une image avec un runtime dédié. Donc, on ne fait rien d'autre que, en fait, prendre notre code de la fonction, le transformer avec un Dockerfile en une image que l'on va pousser sur une registrie, tout simplement. Donc, on construit notre image, on la pousse sur la registrie, on va la déployer dans notre cluster cube, d'accord? Donc, notre cluster cube va transformer l'image en un container qui est en attente d'un event HTTP. L'event HTTP, on fait un curl, on déclenche l'event HTTP, ça va lancer l'exécution de la fonction. Ça, c'est l'approche OpenFast, Nucleo, Knative. C'est du FAS CAS pour moi, d'accord? Du FAS, mais avec une approche CAS. On transforme une fonction en une image qu'on va instancier sur du container. La problématique de ce genre de choses, c'est que déjà, il nous faut une registrie pour pouvoir héberger cette image générée. La première fois qu'on va lancer l'image, il y a le temps d'instanciation de cette image. Et quand on fait du traitement de données scientifiques, on embarque énormément de librairies. Et la taille des images, ça va vous faire peur, mais c'est souvent proche de 1 giga. Une image, pour faire du traitement, c'est 1 giga. Et on n'instancie pas une image de 1 giga comme on instancie une image de 10 mégas. D'accord ? Donc on a un temps de call start, c'est-à-dire qu'avant que notre container puisse gérer et répondre à la première requête, on a un temps, il va falloir récupérer l'image sur la registrie, récupérer 1 giga et l'instancier, avant qu'il puisse répondre à la requête. D'accord ? Ce qui est bien avec ce genre de solution, c'est que c'est du Docker. Donc on construit une image. Une image, vous pouvez l'instancier sur votre propre poste de travail. On n'a pas besoin d'avoir accès à une infrastructure dédiée. Vous, en tant que développeur, vous construisez votre image FAS, et vous pouvez la tester sur votre poste de travail. Il n'y a aucun problème là-dessus. La deuxième approche, c'est l'approche qui a été mise en place par fission. Là, on se rapproche vraiment du ce qui était, à mon sens, moi avant, le vrai FAS. C'est que dans notre infrastructure Kubernetes, on va instancier des containers qui sont des coquilles vides. Et votre fonction, Python, Java, Node.js, votre code, vous allez le pousser. Quand vous allez le pousser, il va aller dans la base etcd de votre cluster cube. Donc ça, c'est le déploiement. Et quand vous allez faire votre requête HTTP pour déclencher l'exécution de la fonction, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Fission va aller interroger la base etcd, récupérer votre code qui était stocké et le faire exécuter par le container coquille vide. Donc, il va transformer un container coquille vide en un container qui va exécuter la fonction. Voilà. C'est la différence par rapport à l'approche de tout à l'heure où on avait par fonction une image dédiée. Là, on a une image qui contient un runtime. Et selon quand on va lancer la requête pour lancer l'exécution, c'est à ce moment-là que le code va être téléchargé dans le container et être exécuté. D'accord ? L'avantage, on va réduire le call start parce que nos containers sont en cours d'exécution, ils sont en attente de récupérer un code à exécuter. La problématique pour les développeurs, c'est qu'ils sont obligés d'avoir une plateforme Fission à disposition. Ils ne peuvent plus l'exécuter sur le poste de travail. Voilà. Alors, je vous ai dit, on exécute une requête, enfin, on lance un curl HTTP, ça va déclencher l'exécution de la fonction. Si je lance plusieurs requêtes HTTP, le but, c'est que ça scale. Donc, que ce soit Fission ou toutes les autres solutions, vont utiliser l'autoscaling HPA de Kubernetes. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand je lance une requête et que je lance une deuxième requête, ça ne va pas instancier un nouveau container. C'est-à-dire qu'on a un container qui va être capable de gérer plusieurs requêtes à la fois. Okay ? Bien sûr, si je fais augmenter la charge CPU, on envoie plein de requêtes sur notre container, sa charge CPU, sa charge mémoire va augmenter. C'est à ce moment-là qu'on va faire du scaling. L'autoscaling, du horizontal pod autoscaler de Kubernetes. Donc on va créer un nouveau container pour absorber la charge.
Quand on fait des requêtes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça déclenche les nouveaux conteneurs, ils vont exécuter les tâches. Par contre, c'est quand notre requête est finie, que la charge CPU va diminuer, que la mémoire va diminuer, l'autoscaler il va décider de tuer les conteneurs qui ne sont plus utiles. Malheureusement, avec la solution HPA de Kubernetes, c'est que le container qu'il va supprimer, il ne va pas vérifier les métriques du container. C'est-à-dire que vous avez lancé 4-5 fonctions, ça a popé les containers, il y en a une qui vient de finir, mais l'horizontal autoscaler, lui, il risque de tuer le container qui est en train encore d'exécuter la fonction. C'est-à-dire que vous avez lancé votre requête, ça fait 15 minutes de traitement, les autres ont fini, donc la charge CPU a baissé, mais le HPA, il ne va pas aller voir qui c'est qui travaille encore. Lui, de manière, je ne vais pas dire aléatoire, mais c'est un round robin, il va tuer un des pods. Et c'est potentiellement le pod qui est encore en train de tourner et d'exécuter votre fonction. Donc potentiellement, vous allez tuer votre calcul en cours. C'est un peu dommage. Donc, on peut contourner, heureusement, cette problématique-là. C'est un peu de la bidouille, c'est fonctionnel. On va utiliser ce qu'on appelle le hook de prestop d'un container. C'est-à-dire que quand le HPA va décider de tuer le pod pour libérer de la ressource, avant que le pod soit réellement tué, on a la possibilité d'appeler une fonction de hook sur un prestop. Et que va faire ce prestop? En fait, on va lui dire d'attendre que le traitement soit fini. Donc, notre fameux calcul qui est en cours, en train de s'effectuer, grâce au prestop, on peut lui dire, avant de réellement tuer le pod, tu vas attendre la fin du traitement. Donc pendant cette phase-là, où on est dans cette phase de prestop, par contre, le container ne va plus recevoir de requêtes. Il sera dans un état terminating qui peut durer le temps de traitement de votre fonction. Donc si on fait du FAS et qu'on a un calcul qui dure 1 heure, potentiellement, vous allez voir dans votre interface cube, si vous utilisez cette solution, que vous avez des pods en état terminating, mais ils sont en train de travailler en fait. Ils attendent juste la fin du traitement avant de réellement mourir. Okay. Il y a une autre solution qui est un peu plus, je dirais, propre, mais par contre qui ne fonctionne qu'avec Fission, c'est l'utilisation de la solution KEDA. C'est une solution open source qui va rajouter des fonctionnalités au HPA de Kubernetes. Donc c'est un projet assez intéressant. On va pouvoir scaler sur des métriques différents, mais c'est surtout qu'on va pouvoir, pour chaque requête qu'on envoie vers nos containers, vers notre face, lui dire « tu instancies un nouveau container ». Donc chaque requête aura son propre container. Donc c'est un avantage déjà que quand le container a fini sa fonction, il meurt, les autres requêtes qui étaient en cours d'exécution, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a qu'une dessus. Donc c'est bon. Et en termes de sécurité, une seule requête dessus, donc il n'y a pas de problème d'accès aux informations, parce que quand on fait du traitement scientifique, on va récupérer des images. Donc potentiellement, si sur un container vous exécutez plusieurs requêtes, potentiellement, vous avez accès à des données d'autres requêtes qui ne vous concernent pas. Donc avec KEDA, on va pouvoir déclencher une requête égale un container. Et là, on isole réellement le traitement scientifique et on n'a aucune perte, enfin aucune possibilité qu'on perde le traitement parce que le HPA vient killer votre pod. Okay. L'autre problématique, je l'ai un peu abordé, c'est qu'un traitement scientifique, ce n'est pas un traitement classique web. Ce n'est pas 300 millisecondes, ce n'est pas une seconde. Les traitements, comme je vous dis, ça peut être 15 minutes jusqu'à 1 heure. Donc, quand vous faites une requête curl, votre requête curl, vous n'allez pas la laisser en suspens pendant 15 minutes. Ça, c'est le traitement synchrone. C'est un traitement classique synchrone, c'est vous faites votre requête curl, le job est fait, hop, ça revient tout de suite, en 300 millisecondes, c'est cool. Maintenant, vous faites un curl sur un traitement de 15 minutes, vous n'allez pas attendre que le curl il va rester bloqué pendant 15 minutes. Parce que si vous avez une coupure réseau à un moment donné, eh bien, vous n'avez plus la main sur votre traitement. Donc lui continue à travailler, mais vous avez perdu la main, vous n'allez pas pouvoir récupérer la donnée. On va plutôt préférer un traitement asynchrone. Alors OpenFast, comment fait OpenFast, lui? Quand vous allez déclencher votre requête vers votre fonctionnaire de service, vous allez lui passer une requête de callback. Donc vous faites votre curl, il rend la main tout de suite, et quand le traitement est terminé, eh bien, en fait, OpenFast va aller déclencher cette requête HTTP pour vous signaler que derrière, le traitement est fini. Donc on est sur une approche event.
Et l'approche event est super intéressante dans le monde scientifique. On en reparlera tout à l'heure. Ça va être l'évolution future de cette preuve de concept. Voilà. Donc, si on fait du traitement scientifique, ce n'est pas préférable, ce n'est pas fortement recommandé, c'est obligatoire de faire de l'asynchrone. D'accord ? Donc, prendre en compte cette notion de je dois avoir une URL de callback pour pouvoir signaler à l'applicatif que le traitement est terminé. Alors, l'heure du choix. On a étudié les 4 solutions. Hein. Le choix, il s'est porté sur OpenFaaS pour faire la preuve de concept. Pourquoi on s'est porté sur OpenFaaS? En fait, le CNES a déjà une expérience sur Docker. Ils ont déjà des traitements qui sont écrits sous forme de Dockerfile. Donc l'idée, c'était de pouvoir réutiliser ces Dockerfiles et pas réinventer une nouvelle fois la roue et recoder ce qu'on avait déjà fait. Donc OpenFaaS permet de réutiliser des Dockerfiles classiques et de transformer une application Dockerfile en une fonction as a service. D'accord? Donc ça, c'était déjà un des premiers choix. OpenFaaS, c'est une solution qui est fonctionnelle, qui est simple, donc sans être trop complexe. On ne voulait pas aller trop loin, on ne voulait pas rajouter de la complexité à des choses qui sont déjà suffisamment complexes. OpenFaaS, c'est vraiment bien pour ça. Pas besoin d'avoir un gros cluster pour fonctionner, par rapport à une solution telle que Knative, qui a besoin d'un gros cluster, parce que Knative a besoin d'un list.io. Un list.io, c'est consommateur de ressources, donc pas besoin d'un gros cluster pour faire tourner OpenFaaS. Donc, dans le cadre de la POC, au CNES, c'était très bien, parce que j'étais limité en ressources, tout simplement. Et autour d'OpenStack, on a une très forte communauté, et on a surtout un leader qui est très actif, qui donne beaucoup de conférences, qui est Alex Ellis. Donc si jamais vous avez un souci sur OpenFaaS, vous êtes sûr d'avoir une réponse de la communauté, parce qu'elle est vraiment efficace. Par rapport à d'autres solutions qui sont mortes, et que maintenant, Kubeless, par exemple, c'est une solution que j'aimais bien, mais comme la solution n'évolue plus, il n'y a plus de communauté, si on a un bug, on doit se débrouiller tout seul. Voilà. Maintenant, on a nos fonctions que l'on va instancier sous forme de container grâce à OpenFaaS, mais on doit se poser la question, c'est comment on va orchestrer tout ça. C'est qu'avant, on faisait un gros monolithe, tout était orchestré sous forme de code. Maintenant, avec l'approche microservice ou l'approche fonction, il va falloir manager nos fonctions. Il faut les challenger, il faut savoir dans quel ordre on va les appeler. Donc, besoin d'orchestrer tout ça. Comment on va choisir le bon orchestrateur? Alors, on va choisir un orchestrateur qui va nous permettre déjà de gérer, dans le cadre de l'observation de la Terre, de comment gérer des fonctions à longue durée. Comme je vous dis, 15 minutes, 1 heure, on doit avoir un orchestrateur capable de gérer ça. Un orchestrateur qui est capable de gérer les retries et les failures. Peut-être qu'on aura des soucis à un moment donné, peut-être une fonction va ne pas donner le résultat attendu ou va échouer, peut-être à cause de problèmes de ressources. Donc l'orchestrateur doit être capable de pouvoir relancer le calcul. Comment d'une application stateful, on veut construire une application stateful avec une base de fonctions. Et les fonctions, dans l'approche FaaS, elles sont stateless. Donc l'orchestrateur va nous permettre de transformer des fonctions stateless en une application stateful. C'est le but de l'orchestrateur. Et puis, comment on va interfacer notre infrastructure classique avec une infrastructure FaaS. Une infrastructure FaaS, la plupart du temps, non, tout le temps, c'est exécuté dans un environnement cloud natif par un Kubernetes. D'accord? Donc c'est les questions à se poser quand on va devoir choisir le bon orchestrateur. Dans le cadre de l'étude pour le CNES, donc on a limité notre étude à 4 solutions qui sont Zigbee, Netflix Conductor, Uber Cadence et Airflow ETL. Il existe plein d'autres solutions. Nous, on a fait ce choix-là avec l'accord du donneur d'ordre, qui était M. Brunet. Ces 4 solutions qu'on a étudiées, elles ont des approches logicielles différentes. On a 2 approches. On a l'approche qui est de se dire, on va décrire la planification des tâches et de nos fonctions, de nos microservices, sous forme d'un graphique BPMN. C'est le cas de Zigbee et de Netflix Conductor. Première approche, donc, modéliser nos tâches sous forme d'un graphique. La deuxième solution, c'est implémenter l'ordonnancement as code. C'est que
on va écrire du code pour pouvoir exécuter nos tâches, pour ordonnancer nos tâches et pour pouvoir leur faire faire ce qui est le cœur de notre métier. D'accord ? Et ça, c'est le cas de Uber Cadence et de Airflow ETL. Alors, deux approches différentes. Et en plus, je dirais, si je prends la différence entre Uber Cadence ou même Zigbee par rapport à Airflow ETL, c'est que Airflow ETL, ce n'est pas un vrai orchestrateur. C'est ce qu'on appelle un DAG, un Direct Acyclic Graph. Quelle est la différence? C'est-à-dire qu'un DAG, c'est un flot de données. On fait une tâche, on passe à la suivante, et ainsi de suite. On n'a jamais de retour en arrière, on n'a pas la possibilité de faire de boucle. Quand on est dans le monde scientifique et qu'on fait du traitement scientifique, on s'aperçoit que les scientifiques sont très très friands d'un paradigme qui est le MapReduce. Et le MapReduce, avec un DAG, on n'est pas capable de le faire. Donc la notion de boucle, c'est les orchestrateurs qui sont capables de le faire. Avec un DAG, on n'est pas capable de le faire. Okay, donc tout va dépendre en fait de vos algorithmes. Il peut y avoir des besoins d'orchestration, parce qu'on doit faire du MapReduce, ou il y a des traitements classiques, de bas en haut, on pourra les faire avec du DAG. Tout dépend de votre besoin. Nous, dans le cadre du traitement de l'image d'observation de la Terre, la majorité du temps, on est sur du MapReduce, donc on a besoin d'un orchestrateur. D'accord ? Donc, Zigbee. Zigbee, c'est un orchestrateur qui va utiliser les schémas BPM. Donc, voilà comment ça se présente. Moi, quand j'ai appris à faire de la programmation, il y a 20 ans, on m'a enseigné qu'il fallait écrire des organigrammes, des algorithmes. Je venais du monde de l'automatisation, de l'électronique, donc ça m'a parlé tout de suite. Les scientifiques, ça leur parle aussi, parce qu'eux, ils ne voient pas un graphe d'automate, mais ils voient des réseaux de Petri. Donc, ils aiment bien modéliser sous forme de tâches, chaque tâche étant une fonction exécutée par notre face. Okay, donc, ils aiment bien créer des boîtes pour créer leur traitement scientifique de cette manière-là. Donc, on le fait au travers d'un Zigbee modeler. On prend une interface graphique, on désigne nos boîtes, on décrit notre workflow, et se dire que chaque boîte, c'est un traitement face dédié. Après, Zigbee, c'est un mécanisme broker-worker. Le broker va être là pour être et assurer, on va dire, la gestion du workflow que vous avez dessiné. Le worker, lui, il va venir interroger le broker pour lui demander est-ce que j'ai des tâches à faire? Parce que le worker, en fait, c'est lui qui va appeler la fonction face qui est derrière. Donc, à chaque boîte, à chaque tâche qu'on a vu tout à l'heure, il y a un worker. Si on a une tâche typée X, on a un worker X. Si on a une tâche typée Y, on a un worker Y. Dans notre workflow, on peut avoir plein de tâches X. Donc, ça sera le même worker X qui viendra interroger notre workflow, notre broker. Et on aura, à un moment donné, une tâche Y. Là, ce sera le worker Y qui viendra interroger notre broker. D'accord? Donc, cette approche-là, worker, broker. Airflow, comme je vous l'ai dit, Airflow, c'est un DAG. Donc, on est sur un traitement de bas en haut. Et en plus, on est sur une approche as-code. Donc, vous allez devoir coder votre DAG en utilisant du code. Airflow, c'est du Python. Et en utilisant des bibliothèques qui vont permettre d'implémenter des opérateurs et des hook connectors. Qu'est-ce que c'est que les opérateurs? Alors, les opérateurs et les hook connectors, c'est vraiment au cœur de Airflow ETL. Hein. Un opérateur, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'exécuter des commandes. Donc, on a le bash opérateur pour exécuter des commandes bash, on a le Python opérateur pour appeler une fonction Python arbitraire. C'est ça qui va vous permettre d'exécuter des tâches. Et on a ce qu'on appelle des hook connectors. Des hook connecteurs qui vont nous permettre de nous connecter à des éléments distants, des bases de données ou nos fameux faces, tout simplement. Donc, c'est au travers des hook connectors que l'on va pouvoir déclencher l'exécution de nos fonctions as a service. Alors, il y a des hook connectors pour Lambda, pour Google Cloud, pour OpenFaaS. Quand ça n'existe pas, on va plutôt simplement utiliser le HTTP opérateur qui est capable de lui exécuter un curl. Parce que nos faces, il ne faut pas oublier qu'on peut très bien les déclencher via une requête HTTP classique, tout simplement. On peut utiliser plein d'outils en ligne de commande qui vont nous simplifier la vie, mais avec un curl, si à notre curl on lui donne la bonne enveloppe JSON qui va bien, ça va déclencher et transformer
ça va lancer le déclenchement de notre fonction et ça va exécuter les traitements sur la base des données qui seront transmises au travers de ce JSON, tout simplement. Voilà. Lors du choix donc, des solutions d'orchestration de type VPN, des DAG, le choix au CNES il a été rapide, dans le sens où on a choisi ZigBee parce que c'est une solution qui est déjà maîtrisée au CNES. Donc, pas cette notion de réapprendre à utiliser un nouveau logiciel. On peut utiliser les compétences d'un projet qui va présenter aux autres projets comment ils ont utilisé ZigBee. Donc, c'était assez évident. La possibilité, parce qu'on fait de l'orchestration, de mettre en place le paradigme de MapReduce, que je ne peux pas faire avec Airflow ETL. Et la présence aussi, comme OpenFast, d'une forte communauté open source disponible pour l'outil ZigBee, qui est porté par une société qui s'appelle Camunda, mais il y a une solution payante et il y a une solution gratuite open source. Donc après, si les besoins du CNES vont plus loin que la solution open source, on ira peut-être vers la solution payante. Ça sera selon les besoins. Ça sera du pragmatique. On verra à ce moment-là. Donc, pour cette preuve de concept, je leur ai proposé cette architecture-là qui est une architecture très DevOps. Je vous ai dit, le CNES a eu cette philosophie de mettre en place une usine logicielle et d'essayer d'évangéliser ces data scientists, ces chercheurs, ces développeurs sur le DevOps. Donc j'ai essayé de coller à ce paradigme-là et de mettre en place cette solution-là sous forme des différentes étapes du DevOps. Le code, d'abord. On code, on build, on déploie, on run, on storage. D'accord? Donc le code, c'est le ZigBee Modeler qui va nous permettre de créer nos fameux fichiers BPM, nos fameux workflows. C'est le code de nos fonctions FAS que l'on va pousser dans un GitLab. Donc, ça soit du GitLab Owner ou du Jenkins, on va transformer ça et on va les pousser dans notre cluster cube, tout simplement, et les déployer, implémenter et instancier nos containers pour le function as a service. Toute l'orchestration, elle est gérée par le ZigBee sur un cluster Kubernetes. Ça fait du run, du coup. Du run, c'est OpenFast. La possibilité d'OpenFast, je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi interfacer OpenFast, faire du lambda. On peut, donc, les fonctions gérées par OpenFast peuvent être exécutées on-premise sur vos intras ou aussi envoyées dans un serveur lambda Amazon. Et on a la notion de storage parce qu'au CNES, donc, on a un data lake qui nous permet d'héberger toutes nos images. Vous savez que 20 gigas pour une image, il nous faut un gros data lake. Et déjà, avec ce storage, on commence à vous parler de cette notion d'événement, de programmation par événement. Tout à l'heure, je vous ai dit, on fait de la synchrone, ça va déclencher une callback URL de retour pour signaler que la fonction elle a fait son job. On pourrait avoir une autre approche qui est l'approche événementielle. C'est se dire que la fonction elle a fait son job, elle a écrit une image dans le data lake, et c'est la présence de cette image dans le data lake qui va générer et indiquer à l'application qui est générée par ZigBee qu'on doit passer à l'étape suivante parce que le job il est fini. Ce n'est pas OpenFast qui va envoyer son URL de callback, c'est le fait qu'on ait écrit le fichier dans le data lake qui va déclencher un événement pour passer à la phase suivante. Ça, c'est la programmation événementielle et c'est là où le monde scientifique est en train d'aller, c'est que ça devient une solution vraiment adoptée. On fait de l'event. Voilà. Et on déclenche toutes nos solutions par ce mécanisme. OK? Tous nos traitements. Et ZigBee permet de faire ces choses-là, alors que Airflow ETL ne le permettait pas de manière native et pas simple. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Donc je vous ai mis, si vous avez accès, si vous téléchargez ma présentation, à toutes les sources que j'ai utilisées pour cette RT au CNES, cette preuve de concept. Je vous dis bien à l'heure actuelle, c'est une preuve de concept et on est en train de voir, on est encore en train de tester des choses. J'espère qu'un jour, ça va aller vers une solution mature et déployée au CNES. Voilà. C'est une RT, c'est une preuve de concept. Plus tard, il y aura une autre phase. Voilà. Merci déjà de votre présence. Juste une petite aparté, donc je travaille pour la société Link by Net. Si vous avez un intérêt dans ces solutions-là, si ça vous intéresse, nous on embauche. On est à la recherche de talents pour pouvoir faire émerger ce genre de solutions chez nos clients.
que ce soit le CNES ou d'autres grands comptes. Donc merci à vous, et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci pour la présentation. Vous avez parlé de calcul monstrueux Oui. dans le cadre des fonctions pour les traitements des images. Et généralement, quand on parle de calcul monstrueux, on pense au calcul parallèle. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est facilement faisable avec votre solution ou pas? Oui, tout à fait. En fait, OTB, qui est la librairie du CNES, elle est massivement parallèle. Et le massivement parallèle, il n'y a aucun problème pour l'exécuter dans nos containers. Il n'y a pas de souci. Et quand je vous dis qu'il y a 4 cœurs, en fait, on a 4 threads qui vont exécuter qui vont pipeliniser le traitement de nos images en 4 traitements. Voilà. Une image de 20 gigas, on va la découper en petites images. Et si on a 4 cœurs, chaque cœur va traiter, si j'ai 4 cœurs, ça va créer 4 morceaux d'image, ainsi de suite. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour la présentation aussi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai juste une petite question parce qu'à un endroit, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Vous avez dit, alors c'était peut-être vis-à-vis des solutions FAS, mais vous avez dit que le MapReduce c'était impossible à faire avec des DAG, mais Spark c'est un DAG, enfin c'est un orchestrateur DAG derrière. Donc je pense que vous vouliez dire autre chose, mais je n'ai pas compris. Spark, moi je ne considère pas Spark comme un DAG. Parce que les RDD en fait sont représentés sous la forme d'un DAG et l'orchestration des traitements MapReduce dans Spark est organisée sous la forme d'un DAG. Alors c'est peut-être un trou dans la raquette, c'est possible, parce qu'en fait Spark n'a pas fait partie de l'étude, n'a jamais été évoqué par le CNES, je ne sais pas pourquoi. C'est possible qu'on puisse en faire, je ne saurais pas vous dire, je vais pas m'avancer. Non, mais avec voilà, Airflow, c'est sûr, compliqué de faire du MapReduce. Avec Spark, ouais, ça serait, en y réfléchissant, vu que c'est une solution scientifique, ça serait bizarre que ça ne le fasse pas. Non, mais c'était que pour comprendre s'il y avait eu quelque chose que je n'avais pas... Non, c'est que non. Okay. Alors que Spark, ouais, je pense que peut-être que je peux relancer pour voir... c'est une idée que moi je prends. Une question, voilà. Pardon. Non, pas de problème. Je vais faire l'hôtesse. Pardon. Ah, hop là. Bon, je fais l'hôtesse, ça y est, c'est parti. Merci. Merci pour la présentation. Une question. Tu as parlé de calcul massif, de traitement d'images. Est-ce que vous avez regardé les liens avec du traitement sur des GPU? Oui. Est-ce que c'était possible? Est-ce qu'il y avait des contraintes? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça par rapport à tout ça? Au CNES, je n'ai pas accès au GPU sur cette époque-là. C'est dans le cadre d'un autre partenaire, d'un autre projet où on a accès à du GPU. Et en fait, c'est du NVIDIA. Et NVIDIA nous propose les toolkits qui vont bien pour faire du GPU. À la seule condition, alors c'est tout nouveau. Jusqu'à présent, il y a 1 an, on ne pouvait faire du GPU que sur des runtime Docker. Depuis 6 mois, on peut le faire sur du conteneur D. Mais on est limité sur les runtime. Mais on peut faire du GPU, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Ce sont juste des runtime qui sont différents. Voilà. C'est au lieu d'embarquer un runtime Python classique, on va embarquer un runtime Python avec les librairies NVIDIA ou GPU-like pour exécuter les fonctions. Il n'y a pas de problème. C'était un choix de plus pour le on-prem plutôt que le manager qui, lui, ne permet pas justement le choix de l'host. Alors, le manager, oui, enfin, avec le manager, de toute façon, la problématique, c'était des timeouts. Donc, on ne pouvait pas aller plus loin, on n'a pas poussé. Après, le GPU, je crois, de mémoire, il y en a chez Amazon. Non? Bon, bah, tant pis. mais voilà, donc le on-prem, ouais, de toute façon, je dirais, dans le cadre du CNES, sortir des images satellites et les mettre sur un cloud public, c'est pas forcément bien vu. C'est une possibilité, mais non. Ça ne sera pas viable à long terme, en tout cas. Moi, j'ai une question. C'était super intéressant. Moi, ma problématique, c'est plus de l'application web classique. Et dans ce que vous présentez sur les solutions de premise, on est en train de regarder, justement, on s'intéresse à ces sujets-là. Est-ce que vous avez la partie event liée au FAS, c'est-à-dire je finis un traitement, je veux que plusieurs personnes puissent s'abonner dessus. Est-ce que c'est géré que par Webhook ou est-ce qu'il y a un système queue, etc. derrière?
En fait, tout va dépendre. OpenFaaS, c'est du webhook. Voilà. Et c'est ce que je présentais sur le dernier, c'est que l'approche, on ne va pas aller vers le webhook d'OpenFaaS. On va plutôt se baser, par exemple, si on fait du S3, sur les events S3, qu'on va remonter via l'orchestrateur. C'est l'orchestrateur qui va gérer la gestion des events, ce n'est pas l'opérateur FaaS. C'est l'orchestrateur FaaS qui gère la gestion des events, et au travers de composants comme le ZigBee Cloud Event Router, tout simplement. C'est lui qui va récupérer. L'orchestrateur envoie, fait les demandes, et l'outil, enfin le composant ZigBee Cloud Event Router, lui, il va récupérer. Et c'est lui qui peut déclencher l'avancée des tâches dans l'orchestration gérée par ZigBee. Voilà. Okay, ça répond à votre question? Oui, c'est clair. Ouais. C'était savoir ce qui gérait vraiment le côté event. Oui, mais c'est l'orchestrateur qui le fait, c'est pas le FaaS. Voilà. D'autres questions? Non? Bon, ben, bon appétit à tous alors.